Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on se penche sur des éléments de la traduction française d'Atomic Habits. Un rien peut tout changer. C'est ce livre phénomène sur comment les petites habitudes façonnent notre quotidien. Absolument. C'est un livre qui a marqué beaucoup de monde, avec son approche très structurée, tu sais, les fameuses 4 lois du changement de comportement. Mais bon, même les œuvres les plus solides peuvent parfois bénéficier d'un regard neuf pour voir comment affiner encore un peu leur impact. On va explorer quelques pistes ensemble. Parfait. Alors justement, un premier point qui ressort un peu, c'est que l'universalité, disons, apparente des méthodes pourrait peut-être être nuancée pour mieux résonner avec absolument tous les lecteurs. Oui, c'est une observation intéressante, ça. Le livre, il dégage une énergie très positive, un trait et tout est possible. C'est une grande farce, on est d'accord. On pense à l'histoire de l'auteur lui-même, sa blessure, ou l'exemple de l'équipe de cyclisme britannique. Ah oui, les micro-améliorations partout, hein. Exactement. Et le message implicite, c'est que cette approche, elle est applicable par tous, partout. Mais la petite faiblesse, peut-être, c'est que cette universalité présumée, elle peut masquer un peu le fait que tout le monde ne part pas de la même ligne de départ. Le niveau de contrôle sur son environnement, la stabilité de vie, la dispo mentale, tout ça, ça varie énormément. C'est vrai que quand on lit certains exemples, comme bien organiser son bureau, préparer ses affaires de sport la veille, Oui, ça suppose un certain contrôle quand même. Un espace mental et physique qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense aux gens qui ont des difficultés financières, des problèmes de santé chronique, des responsabilités familiales énormes, ou même des barrières, systémiques comme la discrimination. Pour eux, appliquer la règle des 2 minutes Hmm. ou réaménager leur espace, ça peut sembler dérisoire, voire même culpabilisant si ça marche pas aussi facilement que le livre le laisse entendre, quoi. Exactement. C'est là que la frustration peut naître, de ce décalage entre la promesse d'une méthode universelle et puis la réalité de contraintes très spécifiques. Le livre insiste beaucoup sur l'idée que le succès découle des habitudes quotidiennes, ce qui est vrai, en partie, mais il occulte un peu cette diversité des points de départ, des parcours. Alors, la suggestion ici, c'est pas de dénaturer le message central, il reste puissant, mais plutôt de l'enrichir, d'intégrer plus explicitement la reconnaissance de ces facteurs externes ou internes qui peuvent compliquer l'application des principes. Mais comment faire ça concrètement, sans alourdir le propos ou transformer le livre en traité de sociologie? L'idée, c'est quand même de garder le côté pratique, le côté motivant. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est pas de tout complexifier, non. C'est d'ajouter des touches de réalisme et d'empathie aussi. Par exemple, on pourrait imaginer de courtes sections, peut-être des encadrés, tu vois, ou des apartés, qui abordent directement ces défis. Ça pourrait être un titre genre Et si vous manquez de temps ou d'énergie ?» ou Adapter les habitudes face à l'incertitude. D'accord. Et dans ces sections, proposer des adaptations spécifiques. Prenons la règle des 2 minutes. Si 2 minutes, ça semble déjà trop pour quelqu'un en plein burn-out ou avec une maladie chronique, peut-être que l'adaptation, c'est de viser une action de 30 secondes. Ou même juste, simplement reconnaître l'effort de l'intention. Oh, juste l'intention? Oui, on pourrait aussi insister davantage sur l'importance de l'autocompassion. Le livre dit « Ne jamais manquer 2 fois de suite ». C'est un bon conseil, mais on pourrait le compléter par un message fort sur la bienveillance envers soi-même. C'est crucial, surtout quand on fait face à des vents contraires importants. Oui, c'est juste. Un autre exemple. Quand le livre parle de façonner son environnement, il pourrait mentionner que pour ceux qui vivent dans des environnements, disons, plus précaires ou sur lesquels ils ont peu de contrôle, un logement petit, des colocations, ce genre de choses, Oui. l'accent devrait peut-être être mis davantage sur l'environnement intérieur, la gestion des pensées, la focalisation, ce genre de choses, ou sur l'identification des micro-espaces de contrôle qui restent possibles même s'ils sont petits. Donc l'idée, c'est d'ajouter comme des couches de lecture, des pistes d'adaptation, pour que le lecteur se sente reconnu, même si sa situation n'est pas celle des exemples les plus mis en avant. Ça permettrait de conserver la structure claire des 4 lois, tout en offrant plus de flexibilité. C'est ça, hein? Précisément. Et peut-être aussi mentionner plus clairement les limites de l'approche. Tu vois, pour des problématiques comme les addictions sévères ou les troubles psy profonds, les habitudes, c'est une partie de la solution. Mais c'est pas toute la solution. Bien sûr. Le dire explicitement, ça renforce la crédibilité et l'éthique aussi du propos. Ça évite de laisser penser que tout se résout par la seule volonté et la bonne application des 4 lois. Même l'exemple, tu sais, des vétérans du Vietnam qui arrêtent l'héroïne en changeant d'environnement. Oui, c'est un exemple fort, ça. Très fort. Ça montre la puissance de l'environnement, mais ça nie pas la nécessité d'un soutien plus global dans beaucoup de cas. D'accord, je vois, c'est une piste intéressante, oui, pour rendre le message encore plus inclusif. Bon,
Passons à un autre point, si tu veux bien. Il m'a semblé qu'il y avait une petite tension, ou en tout cas un lien qui pourrait être plus explicite, entre certains concepts centraux. Je pense notamment à l'idée d'abandonner les objectifs au profit des systèmes, et puis cette autre idée très forte de viser un changement d'identité. Ah oui, c'est une observation fine, ça. Le livre martèle, et à juste titre, qu'il faut se concentrer sur les systèmes, les processus récurrents, plutôt que sur les objectifs finaux. L'exemple de l'équipe de sport qui se focalise sur l'entraînement quotidien plutôt que sur le championnat. Oui, très parlant. C'est très parlant. Mais en parallèle, une idée maîtresse du livre, c'est le changement basé sur l'identité. Devenez le type de personne qui fait telle ou telle chose. L'auteur raconte comment il est devenu écrivain en écrivant chaque jour, et hop, ça renforce son identité d'écrivain. Mhm. Alors, la faiblesse ici, c'est que cette focalisation sur l'identité désirée, être un coureur, être un écrivain, être quelqu'un de ponctuel, ça peut ressembler très fort à un objectif, en fait. Du coup, le lecteur pourrait se demander « Mais alors attends, je dois me fixer un objectif d'identité ou pas ? Comment ça s'articule avec l'idée d'ignorer les objectifs ?» C'est un peu... C'est exactement ça. Et on pourrait ajouter à ça le lien entre, d'un côté, la gestion de l'environnement extérieur, ça c'est la première loi, rendre évident ou invisible, et de l'autre, cette transformation de l'identité intérieure, qui, elle, semble plus liée à la répétition des actions, au sentiment de fierté qui en découle. Ça touche plus aux lois 2, 3 et 4. Concrètement, comment est-ce que le fait de mettre mes chaussures de course près de la porte, ça c'est l'environnement, nourrit vraiment mon identité de coureuse, au-delà de la simple incitation à agir? Le lien est là implicitement, mais il pourrait être plus solide, non? Tout à fait. L'articulation entre ces concepts, elle pourrait être tissée de manière plus serrée pour éviter toute confusion. La suggestion, ce serait de clarifier explicitement comment ces différentes pièces du puzzle s'emboîtent. On pourrait expliquer plus clairement que les systèmes, ils ne sont pas une fin en soi. Ils sont le moteur qui permet de construire et de valider l'identité qu'on souhaite. L'objectif, c'est pas tant d'abandonner tout objectif, mais plutôt de déplacer le focus. L'objectif principal devient l'incarnation de cette identité visée. Et les systèmes sont le moyen d'y parvenir au quotidien. D'accord. Chaque fois que le système fonctionne, qu'une petite action est faite, écrire une page, faire 5 pompes, méditer 1 minute, c'est une preuve qui vient renforcer l'image de soi, l'identité cible. Donc, les systèmes seraient au service de l'identité. Et les objectifs classiques, genre perdre 10 kilos, écrire un livre, ils deviendraient alors des conséquences naturelles du fait d'être devenu ce type de personne, plutôt que le but ultime à poursuivre obsessionnellement. C'est exactement ça. On pourrait par exemple imaginer un petit paragraphe ou même un petit schéma simple qui illustre cette dynamique. Ta l'identité souhaitée, disons être une personne en bonne santé, s'inspire la mise en place de systèmes, préparer des légumes le dimanche, aller à la salle 3 fois par semaine. Ensuite, l'environnement est aménagé pour soutenir ces systèmes, légumes visibles dans le frigo, sac de sport prêt. La répétition des actions, grâce au système et à l'environnement, génère des preuves. J'ai mangé sainement, j'ai fait ma séance. Et ces preuves, hop, elles renforcent la croyance en l'identité souhaitée. Ça crée une boucle vertueuse. Rendre ce lien explicite, je pense que ça aiderait vraiment le lecteur à mieux naviguer entre ces idées qui sont par ailleurs très puissantes. Oui, ça permettrait aussi de mieux connecter les différentes lois entre elles, j'imagine. Montrer que rendre un indice évident, loi 1, ou une habitude facile, loi 3, ce ne sont pas juste des trucs comportementaux, des astuces, mais bien des stratégies pour accumuler plus facilement les preuves nécessaires au changement d'identité. Et cette identité, elle rend l'habitude attractive, loi 2, et satisfaisante, loi 4. Précisément, un exemple concret. Au lieu de juste dire « préparez votre tenue de sport la veille », ce qui correspond à rendre l'habitude facile, on pourrait ajouter une petite phrase comme « chaque matin où vous voyez votre tenue prête, ce n'est pas seulement la facilité qui vous pousse à agir, c'est aussi un rappel visible de l'identité que vous construisez, celle d'une personne qui prend soin d'elle et qui honore ses engagements envers elle-même. » Tu vois, ça tisse le lien entre l'action concrète, l'environnement et l'identité plus profonde. Je vois. Oui, ça rendrait l'ensemble encore plus cohérent, plus intégré. Abordons en troisième et dernier axe, si tu veux bien, les 4 lois. C'est brillant de simplicité, très facile à mémoriser, c'est une force énorme du livre, on est d'accord ? Mais est-ce que cette clarté, cette focalisation sur le comment faire, très pratique, ne risque pas parfois de masquer certaines complexités, certaines nuances, psychologiques ou même contextuelles qui sont importantes ? Ah, c'est l'éternel équilibre entre l'accessibilité et la profondeur, ça. La force du livre, c'est son pragmatisme, indéniablement.
Il donne des outils clairs, actionnables, la superposition d'habitudes, la règle des 2 minutes, les contrats d'engagement. C'est extrêmement utile, pratique, mais la faiblesse potentielle, oui, c'est que cette focalisation sur la mécanique comportementale, souvent expliquée par la boucle déclencheur envie, réponse, récompense, et le rôle de la dopamine, peut laisser un peu dans l'ombre des aspects plus profonds, le pourquoi ça marche au fond, ou des facteurs contextuels qui modulent l'efficacité de ces techniques. Tu penses à quoi spécifiquement, par exemple? Prenons l'exemple de la discussion sur le talent et l'effort, c'est plutôt vers la fin du livre. Il reconnaît l'importance des prédispositions génétiques avec les exemples de Michael Phelps en natation ou Hicham El Guerrouj en course. Oui, les gènes qui déterminent les opportunités. Exactement. Il dit joliment que les gènes ne déterminent pas notre destinée, ils déterminent nos domaines d'opportunité. C'est juste. Mais ce qui pourrait être davantage nuancé, c'est l'interaction entre ces prédispositions et l'environnement social, économique, culturel. Avoir des prédispositions pour le violon, ça ne sert pas à grand-chose si on n'a jamais accès à un instrument ou à des cours. Le livre dit « Choisissez le bon terrain de jeu », c'est un bon conseil, mais l'accès à ce terrain et les ressources pour y exceller sont très, très inégalement distribuées. Ces dimensions socio-économiques, elles pourraient être intégrées de manière un peu plus visible, peut-être. C'est vrai que le message peut parfois sembler un peu trop centré sur l'individu, sur sa capacité à choisir et à s'optimiser, en oubliant un peu les structures qui peuvent soit faciliter, soit au contraire entraver ce parcours. Mais alors, comment on ajoute cette profondeur sans tomber dans le travers inverse ? C'est-à-dire perdre la clarté, le côté immédiatement applicable qui font le succès du livre. On ne veut pas le transformer en thèse universitaire, quoi. Ah non, absolument pas. Il ne s'agit pas de révolutionner la structure, surtout pas, mais d'enrichir discrètement certains passages. La suggestion, ce serait d'intégrer ces nuances par touches légères, vraiment. Par exemple, quand on parle de la satisfaction, la 4e loi, on pourrait faire un lien rapide, peut-être même en note de bas de page, ou juste dans une phrase avec des théories psychologiques un peu plus larges, comme celle de l'autodétermination, tu sais, de Deci et Ryan. Expliquer brièvement que la satisfaction, elle ne vient pas seulement de la récompense immédiate, mais aussi du sentiment de compétence, d'autonomie, de connexion sociale que l'habitude procure, ça donne une profondeur supplémentaire au pourquoi ça marche si bien pour l'engagement à long terme. D'accord, donc des petites fenêtres ouvertes sur des concepts plus larges sans s'y attarder trop longtemps. Exactement. Autre exemple concernant l'influence de l'environnement. Le livre utilise l'exemple de la cafétéria de l'hôpital qui change la disposition des boissons pour encourager des choix plus sains, un cas classique de nudge, de coup de pouce. On pourrait ajouter une phrase ou une courte note pour mentionner le débat éthique autour du nudging, où se situe la frontière entre l'incitation bienveillante et la manipulation. Sans prendre parti de manière tranchée, juste signaler que cette question existe. Ça ajoute une petite couche de réflexion. Oui, ça invite à penser un peu plus loin. Voilà. Et pour revenir au talent et au contexte, dans le chapitre 18, après avoir expliqué l'importance de choisir un domaine aligné avec ses prédispositions, une simple phrase pourrait suffire. Quelque chose comme « Bien sûr, la capacité à identifier et à exploiter ces prédispositions dépend aussi grandement des opportunités offertes par notre environnement social et éducatif. » Ça ne change pas le conseil pratique, mais ça le replace dans un contexte plus large et plus réaliste aussi. Ce sont des ajustements subtils, en effet. L'idée, c'est d'offrir des pistes de réflexion supplémentaires pour les lecteurs qui souhaitent peut-être aller un peu plus loin, sans pour autant freiner ceux qui cherchent avant tout la méthode pratique, le mode d'emploi. C'est un équilibre à trouver, j'imagine. C'est tout l'art, oui. Il s'agit d'honorer la clarté et la force du message original tout en reconnaissant la complexité du comportement humain et des contextes dans lesquels il s'inscrit. Et tu sais, ajouter ces nuances, ça peut même renforcer la crédibilité du livre à long terme en montrant qu'il n'ignore pas ses dimensions plus larges. Très clair. Bon, si on devait résumer un peu les pistes d'enrichissement qu'on a explorées aujourd'hui pour ce texte qui est déjà très impactant, il y aurait d'abord cette idée d'affiner le message pour qu'il parle encore mieux à la diversité des situations des lecteurs, en reconnaissant plus ouvertement les contraintes, les défis variés auxquels ils peuvent faire face. Ensuite, oui, on a parlé de renforcer l'intégration des concepts clés, notamment en explicitant davantage le lien, qui est puissant mais parfois un peu sous-entendu, entre les systèmes, l'environnement, les objectifs et le changement d'identité, pour offrir une vision encore plus cohérente du modèle proposé. Et enfin, trouver cet équilibre délicat entre la simplicité très efficace des 4 lois et puis l'ajout de touches de profondeur contextuelle, qu'elles soient psychologiques, sociales ou même éthiques, pour enrichir la compréhension sans sacrifier l'aspect pratique et motivant du livre. Exactement.
Les suggestions concrètes allaient dans ce sens. Intégrer des apartés ou des adaptations pour différentes situations de vie, clarifier la synergie entre les concepts par des explications plus directes, peut-être même des schémas simples, et puis distiller quelques références ou réflexions complémentaires sur le pourquoi et le dans quel contexte, mais de manière concise et bien placée. C'est un ensemble de réflexions qui, on l'espère, pourront nourrir la manière dont on appréhende et applique ces idées. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée.